Nous allons parler de travail et digital, un sujet qui est d'actualité. Évidemment, ce digital, ce qu'il impacte concrètement, c'est les fondements même du contrat de travail, du code du travail, puisque ce qui est percuté en premier lieu, c'est la relation au temps, la relation à l'espace et la relation, je dirais, au rapport, peut-être de subordination, induit par un contrat de travail où vous êtes payé pour faire une tâche et pour obéir quelque part à un management. Or aujourd'hui, si on se concentre un petit peu sur ces révolutions-là, on voit que sur le sujet de la technologie, le sans-fil, le Wi-Fi, la 3G et la 4G nous permet d'être connectés en tout temps. De plus, grâce à l'audio et le web conférence qui nous permet d'assister, je dirais, à des réunions sans y être, cela touche aussi au lieu de travail. Et ce lieu de travail, on le remet en question, on essaye de repenser le rapport au lieu, à l'espace, c'est-à-dire qu'on peut être télétravailleur, on peut évidemment également être nomade, c'est-à-dire sans pour autant être télétravailleur permanent, on peut tout simplement choisir en fonction des jours le lieu et l'endroit où je vais pouvoir travailler. On va également réfléchir à des managements à distance, c'est-à-dire que de plus en plus, on a des équipes qui peuvent être réparties sur plusieurs villes, plusieurs départements, parfois même plusieurs pays. On va reconfigurer aussi ces espaces de travail pour voir s'il n'y a pas moyen, par exemple, dans des tiers-lieux, vous savez, des espaces où on peut coworker, travailler à plusieurs, mixer des cultures de l'entreprise traditionnelle, des projets dans les grandes entreprises, mais aussi, pourquoi pas, avec une logique de start-up, parfois plus agile, parfois plus rapide, parfois plus jeune aussi. La seniorité apportant de l'expérience, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Et puis, il arrive parfois même qu'il y ait des résidences d'artistes dans ces lieux de travail, de sorte que l'on puisse associer, je dirais, à la productivité, la méthode et au processus et aux procédures, peut-être un petit peu un droit à l'émotion qui nous permettra d'innover et d'être créatifs. Vous l'aurez compris, le troisième axe, c'est celui de la culture. Cette culture d'entreprise qui change, qui est bousculée, et où finalement on se pose la question en tant que salarié de notre capacité à proposer, suggérer, participer, collaborer, co-construire, discuter, débattre. Bref, être partie prenante du monde qui nous entoure, de l'entreprise dans laquelle on passe de nombreuses heures de notre journée, de notre vie. Face à ça, on voit aussi l'émergence de nouveaux modèles qui peuvent nous paraître très séduisants, très sexy, très modernes, très digitaux. Des applications sur mobile, smartphone. On voit apparaître des possibilités plus rapides de se déplacer, de choisir un lieu pour séjourner, en vacances, en déplacement, de consommer différemment la musique, les films. Et derrière ça, chaque individu peut se poser la question finalement de la possibilité de devenir une sorte d'auto-entrepreneur à l'ère digitale où on pourrait être créatif, choisir ses missions et voilà, et changer le rapport au monde, peut-être même le rapport au salariat. Est-ce que derrière cette question-là, derrière ce modèle émergent, on doit tous être béats face à cette transformation digitale? N'y a-t-il dans cette transformation digitale que du bien, individuellement et collectivement? Depuis cette apparition des technologies et du changement du lieu et de l'espace, on voit de plus en plus le travail envahir nos vies. Et ce n'est pas nécessairement le fait de management pressant, voire oppressant, c'est simplement que l'usage, petit à petit, s'est mis dans nos poches et nous permet d'être connectés, de travailler le soir quand on arrive, après le repas, après avoir couché ses enfants, le matin au réveil avant même de boire son café, lire ses mails sur son smartphone. Comme je le disais, ce n'est pas nécessairement le fruit d'un management pressant, ce n'est pas nécessairement le fruit d'une relation de force, c'est simplement un changement sociétal dont on est tous individuellement et collectivement responsables. Et du coup se pose la question de l'addiction. Cette addiction, le sentiment qu'on peut avoir que si on arrête de se connecter quand on est en vacances ou en week-end, le monde va s'arrêter de tourner. Chacune de nos actions, de nos déplacements, de nos réflexions, de nos contributions, de nos likes sont mesurées, tracées, datawarisées. Est-ce que ce big data prédictif ne va pas nous emmener vers une forme de low-cost RH, expression que je reprends à Élise, une forme de low-cost RH, finalement, les algorithmes décideront pour vous, réfléchiront pour vous, et finalement, où tous nos comportements seraient prédictifs. On sait déjà que de toute façon, vous quitterez l'entreprise dans 6 mois. Les chiffres le disent. Terrifiant, non ?
Est-ce que ce modèle dit d'ubérisation ne détruit pas, au moins à court terme, plus d'emplois qu'il n'en crée? Il s'avère que, vraisemblablement, le numérique créera de nouveaux emplois, de nouvelles formes de rapport au travail. Les robots ne remplaceront pas tout. Mais en attendant, dans nos choix de consommer un service qui semble sympathique, digital, facile, est-ce qu'on est conscient réellement de l'impact de ces modèles? Derrière cette destruction d'emplois et cette destruction de valeurs au pluriel que nous offrent ces nouvelles formes d'ubérisation, une autre question se pose, qui est celle du modèle sociétal dans lequel on vit. Accepteriez-vous, tous autant dans cette salle, d'être augmenté de 30%, mais de renoncer en échange à vos droits au chômage, à votre couverture maladie et à votre retraite? Parce qu'une forme de question est là. Qui sait si on pourra être protégé toute notre vie de ces difficultés, de ces accidents de parcours? Alors jusque-là, il s'agit de retrouver l'équilibre. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, je suis un fervent fan du digital. Je dis simplement qu'il faut se poser les bonnes questions et les adresser avec l'intelligence qu'il faut. Donc on va trouver ensemble l'équilibre. Cet équilibre, pour répondre à la non-destruction de notre système de valeurs et à ce qui fonde notre belle société, nous oblige en tout cas en tant que patron d'entreprise, en tant que manager, en tant que directeur, à penser cette stratégie digitale, cette transformation, ce change. On a besoin de le penser. Il s'agit de faire en sorte que ce soit une démarche qui ne soit pas dans le sens du vent, mais qui se pose les vraies questions d'agir, pour avoir non pas le suivi d'une mode. Les ateliers Twitter pour sensibiliser les collaborateurs, c'est absolument génial, mais ça ne change pas le fond du problème. Donc on va essayer de faire en sorte que cette problématique, elle soit, consciente et responsable de la réalité et de la profondeur du chantier de transformation. Ça sera pour une démarche, structurée et intelligente. Un deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a bien compris pourquoi il faut le faire et quelle est la profondeur du sujet, il s'agit de le rendre lisible, explicite, tangible, pour que les salariés comprennent l'enjeu, qu'ils se sentent concernés et compris, qu'on soit en phase avec la réalité du terrain. Donc cette stratégie, elle ne doit pas être fumeuse, elle doit être claire, explicite. Et enfin, une fois qu'on l'a compris, parce qu'on l'a bien réfléchi, il s'agit qu'elle soit juste et équilibrée. Il faut que chacun y trouve son compte, le salarié, le collectif, l'entreprise. Donc on va essayer de favoriser le sens dans chacune des actions, chacun des projets, pour que les collaborateurs comprennent et puissent trouver un épanouissement au travail. On va évidemment redéfinir le rôle du management. Ce management qui devient un management du leadership a l'air des travailleurs du savoir. Attention, travailleur du savoir n'est pas un mot savant. Quand on passe 90% de son temps à faire de l'Excel, du PowerPoint, du Word et de la messagerie, je considère qu'on produit la matière grise. Ce ne sont pas des objets de manufacture, en tout cas pour de grands nombres de secteurs d'activité. On va faire en sorte qu'on puisse, grâce au MOOC, au COOC, au SPOC et autres acronymes rigolos, faire en sorte surtout que nos collaborateurs puissent se former tout au long de la vie. L'ère où on a un superbe diplôme avec une lettre et une année en face et qui vous suffira à légitimer tout votre pédigré, votre vie durant, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut garantir chacun son employabilité, encore une fois individuellement et collectivement, de sorte que l'on passe d'une logique de poste, de gestion de poste, à une logique de compétences et de gestion de compétences. Il y a la question du droit et devoir à la déconnexion. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement de mettre le point sur le management ou le processus, mais encore une fois d'avoir cette action ensemble, collectivement, individuellement. Voilà, un peu comme une hygiène de vie, n'est-ce pas? Et enfin, réinventer un dialogue social. Il s'agit peut-être de passer d'un dialogue social qui a pu se tendre, qui a pu se mettre dans une forme d'opposition et de négociation, ou de négociation seulement, et faire en sorte qu'avec nos partenaires sociaux, dont on a besoin plus que jamais, on réinvente le modèle de demain, qui soit un modèle de co-construction, qui soit, tant pour le management, l'entreprise et nos partenaires, beaucoup plus attractif pour les jeunes, et que cela leur donne à nouveau envie de s'engager dans le dialogue et dans le débat.